Bonjour à ce web lecture à propos du thème du romantisme. Alors, pendant ce web lecture, je vais vous expliquer le romantisme en France comme courant littéraire, d'où ça vient, de quelle façon ce courant s'est développé à travers le 19e siècle en France. Et on parlera aussi brièvement de l'auteur de la nouvelle que vous avez lue ou que vous allez lire, La Vénus d'Île, de l'écrivain Prosper Mérimée. Voilà. Alors, après le siècle des Lumières, le 18e siècle, le 19e siècle, alors, siècle du romantisme. Alors, comme vous pouvez le voir sur la première page de ce diaporama, nous avons établi grosso modo la période du romantisme entre 1800 et 1850. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que il s'agit vraiment des dates exactes du romantisme, qu'on peut vraiment encadrer le romantisme entre ces dates, mais c'est plutôt la période de l'apogée du romantisme. C'est-à-dire que le romantisme a déjà commencé plus ou moins avant la date de 1800, surtout avec, entre autres, le philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, dont vous allez lire un extrait pour ce thème également, les Confessions. Mais aussi après 1850, le romantisme s'est prolongé même jusqu'au XXe siècle, début du XXe siècle, dans la musique surtout, mais aussi dans la littérature. Donc, pour encadrer plus ou moins entre 1800 et 1850, mais le romantisme avait déjà commencé et s'est prolongé après cette date de 1850. Alors, le romantisme, une définition et ses origines, et Prosper Mérimée seront au programme de ce web lecture. Voilà. Alors, si on commence par regarder ces deux tableaux tout à fait romantiques, voilà, vous allez probablement, et je l'espère, reconnaître une des scènes de ces deux tableaux. Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, une scène révolutionnaire d'ailleurs, qui ne traite pas de la grande révolution, mais d'une des révolutions du 19e siècle, La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix. Et l'autre, romantique lui aussi, mais tout à fait différent, qui exprime la solitude devant la nature en abondance, le promeneur solitaire, le voyageur contemplant une mer de nuages, tout seul, tout en haut, au sommet de la montagne, qui dévisage la vue imprenable au-dessus des nuages de la montagne. Voilà, seul devant la nature en abondance. De Caspar David Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages. Deux tableaux romantiques. Alors, je me connais mal dans la discipline de l'art, mais je sais par contre qu'on peut identifier de toute façon en partie un tableau romantique parce qu'il y a toujours des triangles là-dedans. Et si vous regardez bien par rapport à ces deux tableaux, vous pouvez voir une sorte de triangle imaginaire, disons par rapport à de la tête de l'homme, hein, du voyageur contemplant une mer de nuages, jusqu'en bas du rocher, des deux côtés, vous pourriez quand même imaginer une sorte de triangle, et il en est de même pour l'autre tableau, la femme vers le petit garçon et le tas de personnes mortes qui piétinent en fait, et de l'autre côté, il en est de même. On peut distinguer une sorte de triangle imaginaire. Alors, voilà deux tableaux représentatifs de la période romantique européenne. Voilà. Alors, pour donner une définition et parler des origines du romantisme, il s'agit d'un courant artistique, bien sûr. Donc, artistique, ça veut dire dans un sens large, dans la littérature, dans la peinture, dans la musique, de l'Europe occidentale. Donc, un courant artistique allemand,
anglais, français, espagnol, italien, etc., néerlandais bien sûr, qui avait déjà commencé pendant le XVIIIe siècle en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc ces deux pays-là étaient quand même précurseurs, précurseurs dans ce courant littéraire, artistique, par rapport aux autres pays, la France, l'Italie, l'Espagne, où le romantisme s'est développé plutôt au XIXe siècle. Voilà. Donc, de quelle façon le romantisme est-il entré en France? Alors c'est intéressant quand même de noter que après ou pendant la Révolution française, donc là je parle de la Grande Révolution française, pas mal d'aristocrates se sont enfuis, ont dû enfuir la France, ont dû fuir la France, s'enfuir vers d'autres pays et se sont enfuis surtout vers l'Allemagne et l'Angleterre. Alors à un certain moment, après la Révolution, donc au début du XIXe siècle, disons dans l'ère napoléonienne, pas mal de ces aristocrates sont revenus en France parce que c'était sûr, ils étaient en sécurité pour pouvoir entrer et ils ont apporté avec eux ces idées du romantisme. Donc, en fait, ils ont apporté le romantisme en France avec eux. Voilà. Donc, le romantisme en France, sous la Restauration, ça veut dire la restauration de la monarchie, hein, la restauration de la monarchie s'est restaurée en 1814, donc après la défaite de Napoléon Ier, bien sûr, le grand empereur, et s'est prolongé jusqu'en 1830. Et la monarchie de Juillet, qui date de 1830 jusqu'en 1848, donc, alors, surtout dans cette période de la Restauration. Mais aussi, comme je l'avais déjà dit, tout au long du XIXe siècle, même jusqu'au début du XXe siècle. Alors, ce romantisme, c'était une réaction, en fait, contre le classicisme et aussi le siècle des Lumières, donc où il fallait tout rechercher d'un esprit critique. Donc c'était quand même une réaction contre le classicisme qui était jugé trop rigide, mais aussi contre une mentalité des Lumières où il fallait tout rechercher selon un esprit critique. Donc la sensibilité a en fait redevenu à la mode, est venu occuper une nouvelle place. Voilà. Donc contre ce rationalisme et l'anticléricalisme des Lumières. Donc l'anticléricalisme des Lumières, donc les sentiments anti-religieux, donc la religion, elle aussi, a trouvé une nouvelle place avec le romantisme. Voilà. Donc, pour nommer quelques auteurs d'œuvres d'art en littérature, Victor Hugo, que vous connaissez sans doute, Prosper Mérimée, dont vous avez lu une nouvelle, George Sand, Nerval, Gérard de Nerval, ou bien Chateaubriand, ou Alfred de Musset, pour nommer quelques auteurs en matière de littérature. En peinture, Delacroix, on l'avait déjà dit, et Géricault, dont vous voyez un tableau en bas de cette page, le radeau de la Méduse, Het Rad van de Medusa. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Un tableau vraiment romantique de Géricault. Il s'agit donc d'un radeau, niet het rad, maar un wrak, en fait, un vlot. Donc, un naufrage a fait navire en pleine mer. Alors, les survivants ont pu s'échapper de ce navire en construisant donc un radeau, un vlot. Alors, ils se sont mis sur ce radeau où ils sont bien sûr en désespoir parce que la mer est houleuse, la mer c'est le danger. Et il est très difficile de distinguer, il fallait agrandir quand même, il faudra agrandir l'image, mais à l'horizon, les survivants aperçoivent un petit point qui est un navire qui passe et qui pourrait
les sauver. Hein. Donc, en fait, ils sont là avec leur mouchoir en l'air pour attirer l'attention de ce navire qui est très 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 loin. Donc là aussi, on voit une sorte de solitude devant l'immensité de la nature, le danger. Hein. Donc par là, le romantisme ne parle pas seulement, ne parle pas que de choses qui sont mièvres, qui sont bonnes, mais aussi des dangers. Voilà. Donc, le radeau de la Méduse, Flotte van de Medusa, en musique, Gounod, Bizet, Saint-Saëns, Offenbach, Massenet, Chabrier, pour citer quelques compositeurs français, hein, romantiques. Voilà. D'accord. Alors, un mouvement littéraire du début du XIXe siècle, Madame de Staël, Condorcet, le marquis de Sade, Chateaubriand, génie du christianisme, mémoire d'outre-tombe, voilà. Et en poésie, Lamartine, Alfred de Musset, Victor Hugo, Alfred de Vigny, pour nommer une pièce de théâtre de Victor Hugo, le préface de Cromwell, et pour le roman, Les Confessions d'un enfant du siècle, Victor Hugo, Les Misérables, Alexandre Dumas, que vous connaissez sans doute, et Musset, Alfred de Musset, qui a écrit des romans, mais aussi de la poésie. Voilà. Pour citer quelques noms. Êtes-vous romantique? Dans quelle mesure êtes-vous romantique? Donc, il va falloir faire une distinction entre le sens moderne et actuel, médiatisé, je dirais presque par les médias de nos jours. Romantisme de nos jours, ça veut dire tout à fait autre chose. Donc, le romantisme dont on va parler comme courant artistique n'a rien à voir avec les sentiments doux et les sentiments d'amour et cette ambiance qu'on aimerait bien avoir avec son partenaire, le grand amour. Tout ça, c'est le romantisme dans le sens actuel, qui n'a rien à voir avec le sens du romantisme du 19e siècle. Donc, êtes-vous romantique? En fait, ça vous met sur une fausse piste. Hein. Donc oui, en effet, une place importante au sentiment, le mal du siècle. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mal du siècle? Tout en haut et sur la droite, vous allez voir entre parenthèses le mal du siècle. Le mal du siècle, ça veut dire que les gens à l'époque, au début du XVIIIe siècle, lijden aan de tijd. Het lijden aan de tijd, souffrir du siècle. Alors, une place importante au sentiment, on souffre du temps, de l'époque, du siècle. Hein. Donc, on voulait quand même un changement par rapport à une période très houleuse qui était la fin de la monarchie absolue et la période révolutionnaire. Donc, trouver un autre équilibre, on souffrait du temps, on avait le mal du siècle. Une place importante à la nature, on l'a déjà un peu vu à travers les tableaux que je vous ai montrés. Une révolte contre les classiques, oui, une révolte surtout contre les idées, l'époque des Lumières. Donc le romantisme, c'est aussi une réaction anti-lumière, hein, une révolte contre les classiques, contre le classicisme, mais aussi contre l'esprit des Lumières. Donc une réaction au rationalisme des Lumières, mais aussi une révolte contre l'ordre établi. Donc on peut dire un désir d'émancipation, une insolence, etc. Alors contre le classicisme, alors Stendhal, dans son Racine et Shakespeare, qu'il a écrit au début du 19e siècle, en 1823, il a écrit lui-même, donc un grand auteur romantique, Stendhal, Henri Beyle, c'était son véritable nom, en Stendhal c'était un pseudonyme, il a écrit à propos du romanticisme. Le romanticisme, c'est l'art de présenter au peuple les œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles, waarschijnlijk susceptibles, de leur donner le plus de plaisir possible, de waarschijnlijk zoveel mogelijk voldoening geven. Donc, là, il veut dire en fait que
en fait, ceux qui lisent de la littérature sont prêts, susceptibles de recevoir le plus de plaisir possible en lisant des œuvres littéraires romantiques. Voilà. Donc ça, c'est le romanticisme. Le plus de plaisir possible. Par contre, le classicisme, ça donnait le plus de plaisir à leur arrière-grand-père qui vivait, eux, au XVIIIe siècle. Voilà. Dans son Racine et Shakespeare. Donc on peut déduire un peu de ce fait que la littérature classique du XVIIe et XVIIIe siècle croyait avoir atteint une sorte de perfection, mais qu'elle ne s'est jamais adaptée. Et ben voilà, le romantisme et le romanticisme qui vont donc voir le jour au XIXe siècle. Donc si on met un peu, si on regarde de plus près un peu le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, on peut mettre côté à côté les deux, un être de raison, un être de sentiment. Un être de raison, je pense donc je suis, ik denk dus ik besta. Un être de sentiment qui est à la recherche d'une identité qu'il ne trouve pas. Eh bien ça c'est malheureux. C'est quand même le romantisme. Le romantisme n'est donc pas que le bonheur, ne représente pas que le bonheur, ça peut représenter aussi le malheur. Eh ben vraiment, le malheur. Donc le romanticisme n'est pas si optimiste que ça. Donc il faut le prendre quand même dans le sens du XIXe siècle et pas dans le sens du XXIe siècle de nos jours. Donc un être de sentiment qui est à la recherche d'une identité qu'il ne trouve pas. Il donne ses passions par le biais de sa raison. Die domineert vooral die hartstochten middels de reden. Il est hanté par une insatisfaction, une mélancolie, l'ennui, la nuit, la maladie, les ténèbres, même la mort. Donc on voit que là, il s'agit de thèmes qu'on retrouve souvent dans les œuvres romantiques, dans les romans, l'ennui, la nuit, la maladie, les ténèbres, la mort. Les ténèbres, si vous avez lu déjà la nouvelle, vous avez été confronté à ces ténèbres, la mort, la nuit, voilà. Il doit travailler pour l'ordre social, c'est vraiment classique, voilà. Il s'intéresse à lui-même et aime les marginaux. Il s'oppose au dogmatisme religieux. Non, l'homme du XIXe siècle, le romantique, il a confiance dans la religion, dans les forces occultes, dans le fantastique et les rites. Et le fantastique, il ne faut pas le traduire ici par fantastis, mais par surnaturel. Surnaturel, ça veut dire bovenatuurlijk. Donc le fantastique, ça veut dire être bovenatuurlijk, et pas être fantastis. Il pense que l'histoire va dans le bon sens, vers le progrès. Pensez à l'encyclopédie. Toutes nos connaissances vont nous apporter le bonheur. Désormais, nous serons heureux. Alors ça, c'est vraiment l'esprit du XVIIIe siècle. Non, l'homme du XIXe siècle, il va faire l'inverse, il va remettre en cause le progrès. Hij gaat juist die vooruitgang heel erg zich afvragen of dat wel het goede oplevert. Le sens du devenir. Donc il pense que le temps est destructeur. Alors je vais vous donner un petit exemple. Lamartine, un poète romantique du XIXe siècle, a écrit un poème qui s'appelle Le Lac, het meer, le lac. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa vie réelle, Lamartine, à un certain moment, a vu une jeune femme en train de se noyer dans un lac. Alors, il l'a sauvée. Alors, la femme était très reconnaissante de son aide pour l'avoir sauvé la vie et il s'est développé une petite aventure amoureuse entre cette jeune femme et le poète Lamartine. Alors, Lamartine, lui, il est devenu amoureux, mais vraiment il s'est complètement perdu dans cet amour. Mais après quelques semaines ou même quelques jours, on ne sait pas, la jeune femme a dit à Lamartine « Merci de m'avoir sauvé la vie, mais tout s'arrête ici, on ne se verra plus. » Donc elle est partie. Et lui, il est resté tout amoureux, tout songeant à cette rencontre qu'il ne peut pas oublier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu au lac
à plusieurs reprises pour retrouver ce moment de bonheur vécu ensemble. Alors là, on voit à travers ce poème, que vous lirez peut-être un jour, que le temps est destructeur, parce que chaque jour qui s'éloigne de ce moment où il a pu sauver la vie à cette jeune femme, quand même, l'éloigne aussi de cette expérience et de la femme qu'il a beaucoup aimé, qu'il aime beaucoup. Voilà. Donc le temps est destructeur. Et il décrit justement dans ce poème ce temps qui s'en va. Hein. Donc il ne peut pas maîtriser, il ne peut pas arrêter le temps, il ne peut pas aller en arrière. Donc le temps est destructeur. Le progrès des sciences et des techniques aide la société. Les progrès techniques ont enrichi les bourgeois et les banquiers, donc il ne faut pas oublier qu'après la Révolution, il n'y avait plus la société des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, mais que le tiers-état, en fait, existe toujours, mais maintenant dans le domaine plutôt de la basse bourgeoisie, tandis que la haute bourgeoisie, donc les banquiers, les hommes d'affaires, c'est devenu la haute bourgeoisie. Donc en fait, en fait, on voit se former une nouvelle société des ordres après la grande révolution pendant le 19e siècle. Alors, l'homme du 18e siècle, il croit au bonheur. Par contre, l'homme du 19e siècle, il rêve d'émancipation sociale et individuelle. Donc le moi va devenir très important, le moi, la perspective du moi. Donc on voit aussi à travers les œuvres littéraires romantiques que la perspective du je, le moi narrateur, va prendre une position prééminente qu'on va voir, et aussi à travers la nouvelle La Vénus d'Île, on voit qu'il y a un moi narrateur. Donc, émancipation sociale individuelle, d'amour dans la dignité face à une réalité de guerre, de crise économique, de maladie, de mort ou simplement de l'indifférence des autres. Donc, l'homme du XVIIIe siècle, c'est un optimisme, son bonheur est demain. L'homme du XIXe siècle, et je l'avais déjà montré un peu par rapport à Lamartine, qui cherche son bonheur dans le passé, c'est plutôt un pessimiste. Donc le romantisme, ce n'est pas le bonheur du tout. C'est peut-être même davantage les sentiments malheureux que les sentiments heureux. Donc son bonheur est plutôt dans le passé. Donc pour l'homme, et surtout l'aristocrate du 19e siècle, c'était plutôt la vie de ses ancêtres qui faisaient toujours partie de cette ancienne société des ordres où il y avait le bonheur. Pour eux, c'est donc à trouver un nouvel équilibre au 19e siècle. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la littérature romantique? Les paysages romantiques, paysages et état d'âme. Donc on l'avait déjà vu, paysage et état d'âme, ben voilà, paysage, le voyageur contemplant une mer de nuages, et état d'âme. Donc figurez-vous comment est-ce qu'il se sent à l'intérieur, cet homme. Quel sentiment est-ce qu'il a devant cette nature immense, gigantesque, voilà. Donc sentiment, paysage, état d'âme, la nature est à la fois une confidente et une consolatrice, mais elle peut aussi être dangereuse. On l'a vu par rapport au radeau de la Méduse. À travers cette nature, le romantique exprime sa sensibilité. Donc, on voit recherche de paysages nouveaux, du dépaysement, l'immensité, l'infini, le désordre, le mouvement, montagne, mer, orage et tempête. Denk aan Beethoven, die symfonieën heeft geschreven, die vaak beginnen met een storm, waarbij je eerst de dieren hoort wegvluchten en vervolgens komt die storm er als een donder aan en daarna herstelt het zich weer in een volgende scène waarbij de rust weer terugkomt en je de vogeltjes weer hoort fluiten. Dat deed Beethoven als romantisch componist. Regelmatig in zijn symfonieën. Donc, paysage et état d'âme. Voilà. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut voir à travers la Vénus d'Île cette recherche de paysages nouveaux? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un paysage nouveau dans cette nouvelle?
Je crois qu'on peut le dire parce que l'histoire se déroule dans le sud de la France, dans la région du Roussillon. Voilà, le Roussillon. Et le Roussillon, pour un Parisien, c'était loin. Donc il faut savoir qu'au 19e siècle, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de TGV. Donc un voyage dans le Midi, dans le sud de la France, ça prenait quand même beaucoup de temps. Il fallait monter une calèche pour s'y rendre. Donc, si vous avez visité le sud de la France, vous allez voir que cet aspect méditerranéen qui vous mène presque en Italie, la Méditerranée, il y a tout à fait une autre conception de paysage. Donc c'est vraiment un paysage nouveau. Hein. Donc le France du Sud, du Midi, c'est tout à fait différent de la France du Nord, de la France de Paris ou même de la région de Lille. Hein. Donc là, quand même, on peut voir qu'il y a une sorte d'exotisme. Exotisme, c'est-à-dire un attrait pour les paysages exotiques. Et le paysage du Roussillon, c'était quand même, pour un Français à l'époque, s'il avait déjà l'opportunité d'y aller, de s'y rendre, un paysage exotique. Voilà, qui vous mène tout près de l'Espagne et de l'Italie, et qui ressemble déjà à ces pays. Donc l'attrait pour les pays étrangers, goût du pittoresque, mood du nouveau monde des pays orientaux et méditerranéens. Ça, on le voit clairement dans la Vénus d'Île. Déjà, la statue de la Vénus, une statue noire, récupérée de l'époque romaine, donc disons l'époque après Jésus-Christ, du 1er, 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, donc déjà à peu près il y a 1700 ans, donc elle date quand même de cette époque-là. On voit déjà des caractéristiques de ces pays méditerranéens orientaux. Le retour vers le passé, l'étrange vient parfois du passé, les romantiques se passionnent pour le Moyen-Âge, totalement oublié jusque-là, parce qu'à partir de la Renaissance, on va prendre une prise de distance, il y a une prise de distance par rapport au Moyen-Âge qu'on considérait comme une époque de ténèbres. Alors c'est au 19e siècle, pour la première fois depuis le Moyen-Âge, qu'on va apporter un intérêt nouveau, donc on va renouveler l'intérêt pour le Moyen-Âge qu'on avait totalement oublié. Donc on va s'intéresser aux châteaux médiévaux qui sont tombés en ruine, par exemple. Donc en retrouvant ce passé, on va prendre conscience aussi de la fuite du temps. Dus je ziet ontstaan, ook in de 19e eeuw, tamelijk wel veel romans die gaan over middeleeuwse kastelen. Is dus een hernieuwde interesse voor de middeleeuwen. Et ça, on va le voir aussi. Le mois de l'enfance, le mois amoureux, mais surtout le mois en quête de spiritualité, de sens, comme source d'inspiration, de la passion comme une source d'énergie, insatisfaction, exaltation et engagement politique. Voilà. L'exaltation du moi qui devient important. Alors, autre constante, le moi, je vous l'avais déjà dit, en récit à la première personne, individualité, les sentiments, surtout malheureux sur le plan de l'amour. Alfred de Musset avait une relation d'amour avec George Sand. Je vous avais déjà nommé les deux noms, Alfred de Musset et George Sand. Alors à un certain moment, George Sand laisse tomber Alfred de Musset et puis il ne peut pas se remettre de cette rupture. Il restera malheureux pendant toute sa vie. Il déclarera à travers sa poésie qu'il a écrite en abondance son amour pour George Sand. Il restera malheureux pour le reste de sa vie, pour le reste de sa vie. Donc, la vie intérieure, les passions, les convictions souvent contradictoires, une sorte de recherche de l'absolu. L'attrait pour l'histoire, le côté sublime de la nature, l'exotisme, on vient d'en parler, la curiosité pour l'ailleurs, le passé même de l'époque antique, à travers la statue qu'on a déterrée sous un vieux olivier dans un jardin de Monsieur de Pérorade à Tête-sur-Île.
hein, mais aussi l'exotisme en tant que dans la région du Roussillon, en tant que pays méditerranéen. La rêverie, l'ambiguïté, tweeslachtigheid. Donc l'ambiguïté, ça veut dire comment interpréter tel ou tel phénomène. Hoe moet ik dit nou interpreteren? Is dit echt gebeurd of lijkt dit maar gebeurd te zijn? Of spelen er bovennatuurlijke krachten? L'ambiguïté, le mystère, le sublime, le fantastique, het bovennatuurlijke. Le surnaturel, en fait, c'est la même chose. Donc on voit que les contes de fées, Grimm, le roman policier, la science-fiction, ça commence à jeter ses premiers encres. Ça commence à se développer. Le roman policier, là aussi, il y a le mystère. Qui a commis le crime? Et dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il va falloir découvrir, il va falloir fouiller. Alors fouiller, c'est ce qu'il va faire l'archéologue de Paris, qui va visiter les terres exotiques en Roussillon, dans le village de Tête-sur-Île. Donc les contes de fées, le roman policier, la science-fiction, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Dracula aussi, ça relève du 19e siècle. Et bien sûr un engagement aussi, un engagement littéraire, social, etc. Alors, l'auteur Prosper Mérimée, né en 1803, mort en 1870. Donc il a vécu jusqu'au début de la Troisième République, qui a commencé en 1870, voilà. Donc il a vécu la Restauration, mais aussi l'ère napoléonienne, et aussi, en fait, jusqu'au début de la Troisième République. Donc, Prosper Mérimée, c'était qui? Alors, c'était quelqu'un de très cultivé. Donc, il avait fait des études. C'était un homme cultivé. Études de droit, fréquentation des salons littéraires, il est issu d'une famille cultivée. Voilà. Le goût pour l'exotisme, l'Italie, la Corse, l'Espagne, ça, on l'a déjà découvert à travers les Vénus d'île. Donc, pendant sa vie, il était inspecteur des monuments historiques. C'est ce qu'il faisait comme travail, Prosper Mérimée. Il était inspecteur des monuments historiques, donc il fallait faire des tournées d'inspection à travers toute la France et dans toute l'Europe méditerranéenne. Donc il a voyagé, il a vraiment voyagé, il a vu tous ces pays méditerranéens pour inspecter les monuments historiques, combiné avec sa passion pour l'archéologie. Et tout cela, donc son métier d'inspecteur des monuments historiques, lui a inspiré, lui a donné l'inspiration de sujets de bon nombre de ses œuvres littéraires. Voilà. Donc, il a écrit énormément de nouvelles et de contes. Donc, il était réputé pas pour ses longs romans, mais surtout pour ses nouvelles et ses contes, dans un style sobre et concis. Et à partir de 1934, il va développer un intérêt pour le fantastique het bovennatuurlijke, la Vénus d'île qu'il a écrit en 1937. Voilà. Mérimée, à propos de lui-même, inscrire l'atroce dans le réel le plus vraisemblable. Comment traduire en irlandais? Atroce, het wrede. Het wrede beschrijven in het meest waarschijnlijke reële. Dus eigenlijk, hoe kan ik iets wreeds zo waarschijnlijk mogelijk beschrijven? Iets dat wreed is gebeurd. Alors, certainement, la Vénus d'île parle d'atrocité. Ce qui se passe à travers cette nouvelle, on peut dire qu'il s'agit quand même d'atrocité. Déjà, la physionomie de la statue noire, la Vénus, découverte sous un olivier, déterré, commence par montrer son atrocité en tombant sur le pied de Jean Coll, qui était un superbe joueur de jeu de paume, et qui en fait ça lui a causé donc ça lui a cassé le pied, ou bien même la jambe, donc il n'a plus pu jouer au jeu de paume. Donc le Roussillon avait déjà perdu un excellent joueur de paume, donc l'atrocité commence déjà en déterrant la statue qui semble vous dévisager d'un air ironique. Donc déjà, quand on se trouve devant cette statue, on a l'impression que la statue vous dévisage de façon ironique. Voilà.
Donc, il le fait à travers toute cette nouvelle, hein, et surtout la scène où la statue monte l'escalier pour aller se coucher dans la chambre à coucher et tue Monsieur Alphonse. Ça relève de l'atroce, entre autres. Donc, il recourt au témoignage. Comment est-ce qu'il le fait? Il recourt au témoignage. Donc, en fait, on a une sorte de documentaire. On peut lire la Vénus d'Île comme une sorte de documentaire, donc un document objectif, rédigé par celui qui va visiter la région du Roussillon et rendre visite à la famille de Peyrehorade, où il sera témoin de ce qui se passe pendant quelques jours. Donc, au document lui-même. Donc, il s'intègre lui-même au récit, le narrateur. Existence de forces fatales prêtes à surgir en utilisant le thème de la possession. Donc, on peut dire quand même que Mademoiselle de Puygarric, donc, en fait, la mariée, la nouvelle mariée, la femme, l'épouse de Monsieur Alphonse, après avoir vécu, parce qu'elle est la seule à avoir vu la statue étrangler son mari, son époux, elle est possédée. Ou non? On n'est pas sûr. De toute façon, elle ne sera pas un témoin fiable pour pouvoir dire ce qui s'est passé exactement, parce qu'elle est la seule à avoir vu ce qui s'est passé dans sa chambre à coucher, et on ne la prend pas trop au sérieux. Voilà. Il n'y a pas d'autres témoins. Le surnaturel d'une situation qui mène le lecteur au choc devant l'inexplicable et qui mène toujours à deux sortes d'interprétations. Est-ce qu'on peut expliquer par rationalisme ou est-ce que cela s'est véritablement passé? Romantisme, réalisme, le goût de l'exotisme, la couleur locale, combiné avec un réel intérêt pour la documentation et le souci d'une reconstitution objective. Voilà. Autres œuvres littéraires, Matteo Falcone, Carmen Colomba, Ilokis que Mérimée a écrit pendant sa vie. Alors, si on prend le diaporama que vous avez lu dans la partie orientation à propos du fantastique, passons en revue très brièvement, on voit que ce genre, ça fait partie du genre romantique. Donc, pas toute œuvre littéraire romantique est une œuvre fantastique, non, pas du tout. Par contre, la Vénus d'Île, c'est une œuvre fantastique, Bove Nature, donc du vraisemblable au fantastique. Eh bien voilà, c'est bien sûr une littérature où les Anglais, où le monde anglophone, en fait, l'anglo-saxonne excelle absolument. Pour citer par exemple Roald Dahl, un écrivain du XXe siècle, Roald Dahl a écrit de la littérature fantastique. Donc les Anglais surtout sont maîtres de ce genre fantastique qui a trouvé son origine dans le romantisme. Alors les Français, eux aussi, ont essayé de quand même d'écrire, de trouver une façon d'écrire des œuvres littéraires fantastiques. Voilà, donc l'irrationnel, qui est donc un héritage du XVIIIe siècle, qui était calqué sur le rationnel. Donc l'irrationnel va devenir de mode au XIXe siècle, qui est donc un héritage du XVIIIe siècle, donc une prise de distance par rapport au rationalisme du XVIIIe siècle. Donc plus les sciences et l'esprit critique des Lumières se sont développés, plus le besoin de croire au surnaturel s'est renforcé en même temps. Donc il fallait quand même manquer un comble. Et là, il y avait donc une place pour le surnaturel. Donc les progrès de la science ont affaibli l'Église et la foi. Donc on voit l'ébranlement des certitudes morales ancestrales, effondrement des structures sociales séculaires avec la Révolution, le Premier Empire, donc le début du XIXe siècle, disparition de toute référence stable, ce qui a donné naissance à toute forme de croyance. Donc, occultisme, alchimie, illuminisme, occultisme, ça revient un peu au même. La magie, etc. En littérature, Cazotte, le diable amoureux, si vous avez envie de lire en fait cette œuvre pré-romantique, parce qu'elle date toujours du XVIIIe siècle, mais on voit donc déjà à la fin du XVIIIe siècle se jeter les premiers ancres du romantisme. Je l'avais déjà dit au début de ce diaporama, de cette web lecture avec Rousseau, qui était vraiment un homme du
du XVIIIe siècle, donc un penseur, un philosophe éclairé par contre, et en même temps un philosophe, donc un homme des Lumières, un rationaliste, mais par sa sensibilité, il annonce déjà le romantisme. Donc on voit déjà que la fin du XVIIIe siècle annonce déjà ce romantisme. Donc l'influence des littératures étrangères, le roman noir anglais, Le Moine de Gregory Lewis, Les Mystères d'Udolphe de Radcliffe. Donc une place importante du surnaturel, du démoniaque, de l'horreur, de la terreur, des fantômes, squelettes, cimetières hantés, tout ça. Le fantastique allemand, Faust, hein, Goethe, Pacte avec le diable, Âme en échange de jeunesse, les contes d'Hoffmann. Voilà. Et l'essor du fantastique en France, après bien sûr être influencé par l'Allemagne et l'Angleterre, à partir des années 20 jusqu'aux années 50, la génération romantique française de ces années-là, propension au rêve, neiging naar de droom, contemplation de l'infini, croyance dans un mystérieux au-delà, pas toujours incompatible avec le fantastique. Alors, on voit une traduction auprès du compositeur Berlioz, la symphonie fantastique, La peau de chagrin de Balzac, mais aussi Gautier, Mérimée Dumas et En Islande de Victor Hugo. Voilà. Là, on voit clairement la statue qui vous dévisage d'un air atroce. Elle semble vouloir du mal. Voilà. Eh bien, pour terminer le web lecture sur le romantisme cette semaine, vous allez trouver ou essayer de trouver les réponses aux questions dans votre Lear Team ou individuellement. Et ces 6 questions vont vous aider quand même à vous orienter. Quel est le type de narrateur? Qu'est-ce qui met mal à l'aise ceux qui regardent la statue? Quels éléments permettent de dire que la statue est inquiétante? J'ai déjà donné quelques éléments de réponse à travers ce web lecture, mais il y en a d'autres, à vous de les trouver. Qui est Mademoiselle de Pigary? Comment explique-t-elle ce qui est arrivé à Alphonse de Pyrorade? Comment finit-elle? Pourquoi Monsieur de Pyrorade a-t-il choisi de célébrer cet événement un vendredi? Et que redoute sa femme? Donc il va falloir penser aussi sur ce jour de vendredi. Donc quelle sorte de jour est-ce? Et expliquer en quoi cette nouvelle est un récit fantastique. Alors, je vais vous donner les réponses sur Stubble prochainement, mais à vous de réfléchir à ces questions en premier lieu. Voilà. En dernier, pour clore cette session, ce web lecture, je vais vous parler brièvement de Jean-Jacques Rousseau, dont vous allez lire un extrait des Confessions, le vol du ruban, de Diefstal van het Lint. En fait, il s'agit d'une histoire tout à fait banale, mais qui a quand même donné pas mal de remords à Jean-Jacques Rousseau quand il était déjà dans un âge avancé, un homme sentant sa mort s'approcher, a voulu se justifier. Alors Jean-Jacques Rousseau, né au début du XVIIIe siècle, mort vers la fin du XVIIIe siècle, c'était donc un homme vraiment du XVIIIe siècle, un philosophe, un rationaliste, mais qui a annoncé aussi à travers son œuvre littéraire une sorte de sensibilité dont on peut dire qu'il annonce déjà le romantisme. Donc autre philosophe que Voltaire ou Diderot ou d'Alembert ou Montesquieu, tout à fait différent par sa sensibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Jean-Jacques Rousseau? Alors on peut dire que son influence sur la littérature a été très grande et qu'il a donné lieu dans ses réactions à des réactions assez hostiles de la part des autres philosophes, surtout Voltaire, mais aussi d'Alembert, mais surtout Voltaire, avec une sorte de réaction contre l'intellectualisme au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, disons, pour comparer Voltaire à Rousseau, on peut dire que Voltaire, que vous connaissez, pour Candide, Voltaire, c'était un homme qui croyait vraiment au progrès, dans la civilisation et la société. Donc il fallait vraiment que tout le monde prenne part à cette société et cette civilisation.
Alors Rousseau, lui, avait une autre idée sur la société, la civilisation. Rousseau, qui était quand même un pédagogue, donc il a écrit aussi des manuels, des livres à destination d'éduquer des enfants. Hein. Donc, de quelle façon est-ce qu'il faut élever, éduquer les enfants? Lui était d'avis que la société et la civilisation corrompaient l'âme, dus de innerlijke mens beschadigden. Donc il fallait surtout ne pas faire partie de cette société, de cette civilisation occidentale. Donc lui, Jean-Jacques Rousseau, considérait que la nature était très importante. Donc il fallait élever, éduquer un enfant dans la nature et pas dans une ville, hein, pour quand même le garder pur et intact. Donc, en fait, une sorte de retour vers la nature. Donc là, quand même, il y a une grande différence avec un homme tel que Voltaire qui croyait que le progrès, c'était le bonheur. Alors, pour Rousseau, ce progrès, c'était justement néfaste, c'était négatif. Hein. Donc, lui, on peut voir à travers ses œuvres qu'il y a une très grande sensibilité. Alors, c'est justement cette sensibilité qu'ont critiqué les autres philosophes. Alors, cette sensibilité va aussi lui causer des problèmes à Jean-Jacques Rousseau. Il est né protestant dans la ville de Genève, d'une famille protestante, et c'était quand même un peu un caractère vagabond. Donc, il aimait bien errer à la campagne, il rentrait le soir à Genève. À un certain moment, il a trouvé les portes de la ville fermées. Donc, il lui a fallu attendre, disons, 12 heures pour pouvoir entrer dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Il s'est décidé, alors je vais partir pour de bon. Donc, je vais quitter la ville et je m'en vais dans le monde et je ne reviendrai peut-être même plus. Hein. Donc, voilà. Il commence une vie vagabonde. Il va passer quelques années chez Madame de Warrens, une jeune femme qui a une grande influence sur lui, qui va le convertir au catholicisme, mais il va publier quelques années plus tard un traité où il va en fait affirmer que la civilisation a corrompu l'homme. Donc il se sépare des philosophes et surtout de Voltaire, hein, qui croyait au progrès des sciences. Alors, à un certain moment, il a écrit des écrits politiques, mais aussi des écrits traités d'éducation, l'Émile, entre autres, qui étaient quand même destinés à de quelle façon est-ce qu'il va falloir éduquer les jeunes gens dans la nature, loin des villes, loin des influences négatives. Donc ça lui a posé quand même pas mal de problèmes, et le livre sera saisi et brûlé en Suisse. Voilà. Mais à un certain moment, il écrit ses confessions. Il écrit ses confessions parce qu'il a le besoin, il ressent le besoin de se confesser, de se légitimer en fait, d'expliquer pourquoi il a choisi ce chemin plutôt qu'un autre. Donc, il va écrire des confessions, donc il voit, en fait, il constate sa mort prochaine, et il veut quand même, il a le besoin de se justifier devant les autres. Un véritable protestant, en fait, qui veut témoigner. Alors, il veut se justifier en partie, et là c'est le fragment que vous allez lire, le vol du ruban, d'une faute qu'il a commise dans ses yeux, une faute grave, quand il était encore enfant, quand il avait, disons, 18 ans ou même 16 ans. Et en fait, ce fragment s'appelle le vol du ruban. De quoi est-ce que ça parle? Vous allez lire vous-même. Alors, en 1728, Rousseau entre comme laquais chez Madame de Vercellis. Et dans cette famille, il trouve un boulot, il est laquais et il va commettre une faute très grave. Il va accuser la cuisinière d'un vol qu'il a commis lui-même. Et il sera confronté devant la famille, une famille aristocrate, et il va dénoncer la pauvre cuisinière de ce vol qu'il a commis lui-même. Eh bien, il recevra la peine la plus lourde qu'on puisse l'imaginer. Vous le lirez à la fin de ce fragment. Tous les deux seront renvoyés parce qu'on peut pas arriver à décider qui a commis le vol de ce ruban, un vol tout à fait anodin,
un ruban de vraiment de très basse valeur, de valeur très basse, voilà. Ils seront renvoyés tous les deux parce qu'on ne peut pas juger de qui est le coupable, et le comte dira à la fin, ce sera l'avenir qui va donner le remords à celui qui a vraiment commis le vol. Eh bien, il finit le fragment en disant le comte de la Roque, en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la conscience du coupable vengerait assez l'innocent. Et sa prédiction n'a pas été vaine, elle ne cesse pas un jour de s'accomplir. Alors, je vous souhaite bonne lecture.